Le samedi, la cité montait d'un ton. Ses âmes avaient l'air plus vraies. On descendait en tirant sur un chariot à provisions, détendu, frais après la grasse matinée. En route pour le marché, boutique, magasin, grande surface. Malard, en survêtement de sport bien cintré sur son petit corps rond, promène son berger allemand. Il lui apprend à faire pipi dans le caniveau. « Assis, debout !» hurle Malard. Et le chien obéit. Malard exulte, gonfle le torse, fier de sa bête devant les passants, et il recommence. Le soleil cligne de l'œil au béton, ravive le sommet de la tour centrale. Aux fenêtres et balcons, c'est le balai du balai, le grand nettoyage hebdomadaire. Paillassons, tapis, descendent de lit, claquent au vent, vomissent leur poussière, et tant pis pour le voisin du dessous. À poil à sa fenêtre, Coqueluche, ce type dont l'épouse est partie avec le père de pâte, règle une paire de jumelles sur les balcons alentours, car à moitié nues, souvent, sont les ménagères. Au bout du 5e aller-retour, l'ascenseur se bloque vu l'affluence. Jurons et insultes résonnent dans l'escalier, mais il y en a aussi qui se saluent, qui se fendent d'une politesse. « Faites donc, passez !» Passez des fois dans une flaque de pisse, et l'on s'excuse en tirant son chariot plein de victuailles, et l'on sourit, gêné, l'air de dire « L'habitude, c'est pas grave !» La plupart prennent leur voiture pour aller au marché, pourtant guère loin. 10 petites minutes à pied, mais faut faire rouler Titine qui ne bouge pas de la semaine. Elle bouge que ce matin du samedi, puis le dimanche après-midi pour aller chez la belle-mère. Ce qui est chouette, c'est le mois d'août. Les 3/4 des citadins sont partis se faire bronzer le coquillard en bagnole, laissant la place aux autres pour respirer. Quand ils partent au vert, ils emmènent tout, le frigo, la télé, la lessiveuse, le chien quand ils ne s'en débarrassent pas dans un champ de maïs. En caravané, en campingué, ils pourraient emmener la tour qui l'emmènerait. Ils partent bourrés pour fêter ça, ils reviennent bourrés d'avoir arrosé l'adieu aux autres campeurs. Il y a ceux qui reviendront jamais parce que Fonfonce fonceur s'est endormi sur le volant. Il y en a d'autres qui rentrent avec un membre de l'équipe en moins, il s'est noyé en voulant nager au large pour chier tranquille dans la grande bleue. Ils balancent des cartes postales à toute berzingue où on voit leurs pareils entassés les uns sur les autres avec mention « Il fait beau, on mange bien ». Le père rapporte un coup de soleil sur la tronche, la mère se retrouve en cloque et les gosses pleins de boutons. L'année prochaine, on ira ailleurs. Les jeunes du béton descendent carrément sur la côte d'Azur. C'est que quand il s'agit de tirer un larfeuille, vaut mieux que ce soit un gros. Vers Saint-Tropez, paraît qu'ils sont mastoc, en croco, en lézard. Même vide, tu pourras toujours le refourguer. Puis sur la côte, les nichons sont classe. Les petites caissières de chez Mammouth, celui qui vend du désespoir par paquet de 6 pour le prix d'un. Celles qui se prennent pour des starlettes et jouent à la neuillienne ou à la 16e-oise ont des nibards plus bandants que les belles doges de Bretagne. Quand tu tires pas, tu mates. Tu te fais une petite coupe de cheveux à la Travolta, tu fauches un maillot de bain au marché sans oublier le tube de pommade à bronzer, tu t'allonges sur le sable, et les calots en forme de canne à pêche, tu guettes tous les sacs à main de belles signatures, surtout ceux qui sont restés seuls du fait que la donzelle est partie se mouiller les Robert. Alors il y en a qui reviennent tout de suite, vite fait, parce qu'ils ont la flicaille au cul, et d'autres qu'on revoit que 6 mois, 1 an après, ils couraient pas assez vite. Malika préfère comme tous les immigrés le marché de Gennevilliers, où l'on compte 3 rangées exclusivement de marchands arabes, on se croirait au pays. Ça sent la menthe fraîche encore mouillée de rosée, la menthe sauvage. En Algérie, on voit des gens parfois qui se baladent avec une feuille de menthe qu'ils portent souvent à leur nez. Ça sent bon et ça rafraîchit. Il y a du rassoul, du vrai khol, du swak. C'est de l'écorce de châtaignier, châtaigne ovale et non ronde. Ce swak que les femmes, après leur bain, mâchent pour s'embellir les gencives, qui prennent alors une couleur énéique, et y blanchit les dents. Il y a de la shiba, petite plante gris-vert qu'on trempe aussi dans le thé. Oui, toutes les épices, tous les aromates d'Afrique du Nord sont au marché de Gennevilliers. Quand son mari n'était pas encore tombé sur la tête, Malika achetait tous les samedis une poule vivante. Elle la trimballait dans son cabas, la tête de la volaille laissée à l'air. Comme elle n'était pas seule dans ce cas, fallait entendre le tintamarre dans l'autobus. Les Blancs n'apprécient guère, c'est peut-être pour ça qu'ils prennent leur voiture pour aller au marché. Et en plus, les cousins, ils se causent de bout en bout du bus. « Hamdoulillah, Hamdoullah !» Et on enfonce la tête de la poule dans le sac qu'elle arrête de cacter. Maintenant que le vieux est malade, il ne sait plus égorger la poule, et Malika n'en achète plus. Ou alors il faut aller chez un voisin arabe qui connaît la bonne façon. Car il y a la petite prière avant de faire sa fête à l'animal. Lui sortir la langue du côté droit du bec, lui diriger la tête vers la Mecque, prière, et hop, on lui tranche le cou pour qu'elle se vide, la poule, et on la tient bien dans la baignoire, sans quoi elle ferait le tour de l'appartement. Dans les bidonvilles, on tuait les poules dehors et puis on les lâchait. Elles faisaient une ultime promenade dans l'allée boueuse et tombaient au milieu des gosses qui leur couraient après. À midi déjà, le samedi, le vesque est bourré. Après le marché, il fait la tournée des bistrots, son panier à la main. Il retrouve Mimile, Dédé, Nénès, Jaco et toute la clique, et chacun y va de sa tournée de Ricard. On se fait un petit couplet au PMU, et remettez-nous ça, Mme Marcel. Encore une pour oublier. Dans ce cas, faut payer de suite. Et il s'écroule de rire, c'est con. Il chambre le marchand de tapis, celui qui a la gueule comme sur les prospectus du club de Djerba. D'ailleurs, il sourit tout le temps. Il comprend très bien les allusions racistes que les poivreaux lui envoient.
Il sourit. Du moment qu'il leur fourgue un de ses tapis, pour lui c'est revanche, puisqu'à tous les coups ils se font baiser les acheteurs quand ils achètent. Pas de pétrole, pas de clients. Ils ont qu'à le siffler leur fioul, nous on a le Ricard. C'est interdit par Allah, à la tienne. Ils s'en tapent sur le ventre d'avoir trouvé ça mi-mille. Les gosses sortent de l'école et traversent la cité en chahutant. Pas de cantine le samedi, on mange en famille. L'après-midi, pas de classe. Ils sont contents. Maintenant qu'ils font leurs 40 heures, comme leurs parents prolos avec en prime des devoirs et des leçons à apprendre en dehors des cours, ils n'ont pas le temps des loisirs et du sport, ou alors faut être drôlement futé. Il y en a bien certains qui prennent le temps de vivre, mais c'est qu'ils l'arrachent aux parents, aux profs. Ils en ont marre d'être saucissonnés. Ce sont les mêmes qui regardent par la fenêtre de la classe pendant que les autres lisent le blackboard. Ils jouent à cache-cache derrière les voitures, ou se cognent dessus à coups de cartable. Malika revient avec 3 gros pains sous le bras gauche et un sac plein de légumes, de fruits et de viande dans la main droite. Son mari la suit. Il ne sait plus rien faire, mais suit toujours pour porter un cabas. Il est tout petit à côté d'elle. Il ne fait pas le poids non plus. Les gosses sont déjà rentrés, ils grignotent du pain sec, des restes de petits gâteaux. Ils boivent l'eau à même le robinet, pas besoin de verre chez les Indiens. À peine les provisions rangées, la mère fait sa toilette spirituelle d'avant-prière. Elle s'enferme dans la salle d'eau et se lave les bras jusqu'aux épaules, l'entrecuisse, le visage une fois, se rince les dents, repasse ses mains sur son visage et murmure « Allahu Akbar ». Ensuite, dans sa chambre, elle récite la prière à genoux sur une peau de chèvre importée d'Algérie, en direction supposée de la Mecque, et ce, 4 fois par jour. Elle cause au bon Dieu, les yeux mi-clos, les mains jointes, elle le supplie pour Majid, pour Josette, du travail pour ceux qui sont dans la misère, du mieux pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse. Elle demande force et protection. Allahu Akbar. Et elle se relève péniblement pour aller affronter les humains. Ils ont faim, les humains, assis autour de la table. Ils attendent la salade de concombre qu'Amaria est en train de préparer. Ils s'impatientent, ils jouent avec les couverts. Malika a sorti une 12aine d'œufs pour sa fameuse omelette aux tomates et à l'ail du samedi midi. Le plus calme, le plus gentil, c'est le père. On l'assoit sur une chaise devant la table et on lui allume la télé. Il bronche plus. Il est comme le dernier de la famille, le plus petit, le plus jeune. Il regarde défiler les images sans rien demander de plus. De temps en temps, la petite Ounissa se met sur ses genoux et se serre contre lui. Le petit vieux sourit maladroitement et pose sa tête sur celle de sa fille. On ne sait plus ce qui se passe dans sa tête, mais quand même, il doit bien sentir qu'il est chez les siens dans cet appartement. Un peu comme un chien, il reconnaît ses maîtres. Mais s'il était largué en pleine brousse, il n'en mourrait pas pour autant. Il irait avec la première personne qu'il sifflerait. Pour Pat et Majid, le samedi est un jour comme un autre, sauf le soir quand ils vont au rassemblement. À l'Alhambra, la séance de minuit est généralement un film porno. Tous les loupards du quartier s'y donnent rencard. La projection se passe dans une ambiance indescriptible. Tout y passe. Cris, insultes, applaudissements. L'ouvreuse n'en peut plus de réclamer le silence. D'ailleurs, elle se fait traiter de tous les noms, pire que l'héroïne du film. Le patron du ciné, lui, n'intervient plus. Il s'est pris quelques grosses têtes, depuis, il n'entend plus rien. Et ça fume dans la salle, ça crache par terre, on se cause du balcon au premier rang, tranquille. On s'annonce les nouvelles. « Hé, Maxou et Béton ! Oh, il a fait une bijouterie, ils l'ont chopé aux alouettes. Il va prendre facile une pige. James, tu te souviens de James, celui qui boitait? Un blondinet avec des boutons plein la tronche? Voilà. Eh ben, il s'est planté en moto sur l'autoroute de Pontoise, il allait voir sa gonzesse. Dur. Puis, tout ce petit monde se retrouve au café du coin. Il y a toujours 2 bandes rivales qui passent par là et bagarrent au comptoir. Parfois c'est vraiment horrible, surtout pour le malheureux cogneur qui se retrouve par terre. Il se fait relever à coups de Santiago. À se faire chier, il se tape sur le ventre. Un 14 juillet, le bal du quartier fut interrompu par une bagarre gigantesque, du jamais vu dans la banlieue, facilement une 50aine, à coups de bouteilles, de couteaux, de poings américains. Les flics ne voulaient même plus s'en mêler. Elle nous aimait bien, la Maggie. On le lui rendait bien aussi. Elle nous appelait ses petits. Dans son bistrot restait toujours un peu de chaleur humaine, toujours un pote, une cigarette, une pièce qu'on te tendait. Jamais d'histoire non plus chez Maggie. Pour se battre, on allait dehors, loin, pour ne pas la contrarier. Son fils Noël était en tôle pour vol. Il faisait partie de la bande habituellement. Elle nous en voulait pas. Ce soir-là, il y eut une descente de flics. Pas de panique, on avait l'habitude, le train-train. Fiche de paie, papier, chômage. Ceux qui n'avaient pas de fiche de paie et n'étaient plus étudiants avaient droit à une faveur spéciale, c'est-à-dire la plupart. Le flic prenait leur carte et allait dans le car, dehors, appeler le commissariat pour vérifier l'identité, voir s'ils étaient pas recherchés, inscrits sur une fiche quelconque. Un flic demande ses papiers à Pat qui refuse. Le flic furieux répète « Les papiers !» Pat, en buvant sa bière, nonchalant, pour bien montrer aux copains qu'il n'a pas peur, répond au flic « Je suis français, moi. Je suis dans mon pays. Tu me prends pour un arabe ou quoi ? Gardez vos distances, vous n'avez pas à me tutoyer. » Pat pose son verre sur le bar, sûr de lui, et reprend « Vous n'avez pas non plus à me demander mes papiers. Ça va mal aller si vous refusez. » Pat, qui n'a pas tellement envie d'aller faire un tour dans le panier à salade, sort sa carte bien abîmée.
Le flic la prend du bout des doigts, peur de se salir. Il fait répéter à Pat ses noms et adresses et lui rend son bien. Ils embarquèrent quand même 2 gars de la cité, 2 qui n'avaient pas l'air confiants. Qu'avaient-ils fait? On ne savait pas. Les flics repartis, Bibiche sortit de l'intérieur des buts, dans la cage du baby-foot, les quelques grammes de shit qu'il y avait planqués. Maggie, évidemment, n'y vit que du feu. Pat insulta les flics quand il entendit le car démarrer. « Enfoiré !» Majid paya les consommations avant de partir, ce qui lui valut ce commentaire de Thierry. « Dis donc, t'as été à la pêche aujourd'hui ?» Majid. « Je t'ai payé ton verre et tu poses des questions ?» Thierry. « Te fâche pas, c'est pour rire. » Majid. « Je préfère. » Ils sortirent ensemble, Majid, Pat, Bankston et Thierry. Il faisait nuit déjà et l'air était frais. À peine arrivés à l'entrée de la cité, ils aperçurent Loussif, un arabe de 17 ans surnommé Loulou, complètement ivre, qui pissait tant bien que mal contre le grillage. Il tenait à peine debout. Ils avancèrent vers lui, bien étonnés de le voir dans un état pareil. Il urinait carrément sur ses Santiago. Eux, derrière, attendaient. Ils attendaient que le loulou s'aperçoive qu'il avait du monde. Sans même ranger sa bite dans sa braguette, il se tenait au grillage de ses 2 mains. Il respirait fort. Pat dit « Heureusement qu'ils t'ont mis un grillage là !» Les autres sourirent. Loulou se retourna péniblement. Sa main gauche tenait toujours la grille. Il plissait les yeux. Il observa un moment les mecs, puis les reconnut. Il dit « Ah, bande de cons !» Et Bankston en riant « Ferme ton magasin, envoie tes outils. »« Hein ?»« Planque ta bite, précisa Thierry. On va te la couper. » Loulou baissa la tête et vit le travail. Alors il rangea ses outils. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon con ?» demanda Majid. Loulou essaya de répondre, fit un effort qui lui remonta à la gorge et vomit d'un seul coup. Les autres reculèrent en riant. Il dégueula contre la grille, toutes ses tripes. Il s'essuya avec ses manches de blouson et finit par avouer « C'est le pinard du père Malard. »« Ah, il est bon, hein, ha ha !» Et il arriva à rire avec les autres. « Dans sa cave, au vieux con, ha ha !» Les autres l'empoignèrent par le bras et l'emmenèrent. « On va vérifier si tu dis pas de conneries. » Ils contournèrent le parking et entrèrent dans un hall du bâtiment Coquelicot. Thierry donna la lumière dans le couloir des caves. Ils trouvèrent celle du père Malard, la porte grande ouverte. Quelques bouteilles vides jonchaient le sol. Il y en avait 5 caisses de pinard et du bon. Ils commencèrent la dégustation au goulot. Loulou riait de les voir faire. « Pas dégueulasse, dit Pat en connaisseur. » Ils planquèrent 2-3 bouteilles chacun sous leur blouson avant de quitter l'endroit. Pat trotta dans le couloir obscur avec un « Ah !» de soulagement, et Thierry prophétisait « Je sens qu'on va se la donner ce soir. » Ils sortirent par l'arrière, se faufilant dans la pénombre jusqu'aux azalées où habitaient Pat et Majid. Là aussi ils allèrent aux caves, mais Loulou tenait à peine sur ses jambes. Thierry devait le traîner. Majid dit aux autres « On va chez Rustine. » Dans la cave du fond, ils trouvèrent Rustine, Miloud et Delphine, 2 autres acaciens, en train de fumer un joint. Bankston. « Salut les jeunes, nous on ramène le rince-dalle. » Delphine Larousse sursauta de peur. Miloud le Marocain tendait déjà la main, mendiant un litron. Pat le lui donna. Ils s'assirent l'un contre l'autre dans le petit réduit et débouchèrent les litres. Thierry roula un autre joint. Bankston dit « C'est le père Malard qui va en faire une gueule quand il s'apercevra. » Les autres éclatèrent de rire. Majid estima que c'était bien fait pour sa gueule. Pat s'était assis à côté de Delphine. Il la prit par l'épaule et l'embrassa sur les joues. Elle avait les yeux fermés, assise sur son nuage, les jambes croisées. Pat lui mit la main au sein, puis il l'embrassa sur la bouche. « Tu nous en laisses un peu ?» demanda Thierry en allumant le joint. Delphine mit sa tête dans l'épaule de Pat et continua son voyage. Ils tiraient chacun leur tour sur le joint, délicatement. Le vin aidant, les têtes commencèrent à tourner et le silence se fit. La fumée montait fièrement, longiligne, avant de s'écraser au plafond. Elle remplissait la cave de son odeur, lourde et âcre, qui donnait encore plus soif. Loulou s'endormit contre l'épaule de Miloud. Moment de méditation et de paix. Au diable l'angoisse, le chômage, le béton. Silence et repos, et un peu de chaleur humaine, comme quand on s'endort fatigué d'une journée trop remplie. Le temps n'a plus d'importance, seul le moment même, le moment présent compte. Hier, c'est pas de chance, demain, avec un peu de chance. Et puis merde, le joint plie. Y en a qui tirent trop dessus, à s'en faire péter les poumons. Ils y mettent trop d'énergie. De cette énergie qui s'ennuie avec eux, qu'ils emmagasinent faute de ne point faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, faute de ne pouvoir l'utiliser à bon escient. Ils étaient bien emportés, tranquilles, quand une bombe lacrymogène explosa, juste en face contre le mur du couloir. Panique dans la cave. Tirés brusquement de leur rêve, ils cherchèrent l'issue dans le désarroi total. Delphine hurla de peur, Pat la tenait par la main et la tirait vers la sortie. Thierry et Majid s'occupèrent de Loussif bourré comme une vache, et de Farid encore dans le cirage et qui toussait. Ils quittèrent en trombe leur repère, fuyant le gaz et l'aveuglement. Du couloir des caves, fallait monter quelques marches avant de se retrouver à l'air dans le hall. C'est là que la milice les attendait. La milice, c'est un groupe de locataires, souvent des parents exaspérés par les vols de toutes sortes, le bruit, les voitures volées ou brûlées, et qui ont décidé de jouer eux-mêmes les flics. En groupe, ils se sentent forts, poussés par leur haine des jeunes et la peur, cette peur qu'ils se donnent et que leur flanquent les médias.
Ils s'arment de nerfs de bœuf, de barres de fer quand ils descendent à la ratonnade. Ce soir-là, ils étaient une dizaine, là, dans le hall, à attendre, à guetter les jeunes asphyxiés par le gaz. C'est Pat qui déboucha le premier, Delphine derrière. Il s'arrêta net en voyant Finet, le père à Jean-Marc, dont la voiture avait brûlé la veille. Langlois et sa carcasse de boucher. Mallard, évidemment. Yvon et son berger allemand, et encore bien d'autres Dupont en survêtement. Trick et nerfs de bœuf dans la pogne. Thierry, Miloud, Bengtson, Majid apparurent dans l'ordre aux côtés de Pat. « Montez, allez quoi » disait le père Finet aux genoux surpris. « Je croyais que les jeunes de maintenant avaient peur de rien » poursuivait le Langlois en jonglant avec son air de bœuf. Pat ferma son blouson, prêt. Le gaz leur picotait les yeux, la peur les dessoulait. Thierry nargua le père Mallard, et Mallard frappa dans le vide avec sa trique. Thierry recula et lui dit avec ironie « T'es encore bourré, vieux con !» Bengtson enleva son ceinturon qu'il roula autour de son poing droit et avança, en garde. L'odeur du gaz remontait vers le hall. Les vieux aussi commençaient à se frotter les yeux et à tousser. Majid fonça le premier dans le tas. Il fut accueilli par un formidable coup de matraque qu'il dévia du bras. Les autres suivirent en force. Les vieux reculèrent. Le père Langlois prit un coup au bas-ventre et s'écroula. Les jeunes s'enhardirent, plus rapides, plus connaisseurs en la matière. Le berger allemand aboyait mais n'attaquait pas. Pat fit fuir 2 vieux à lui tout seul. Un vrai tank, le Pat. Quand il réussit à attraper le père Finet, il le poussa si fort contre la porte vitrée que celle-ci se brisa. La bagarre faisait rage. Thierry, qui avait pris un coup de matraque dans le dos, un autre sur l'épaule, s'était replié contre l'ascenseur. Entouré de 3 vieux lâchés comme des bêtes, il fut roué de coups, même quand il eut glissé par terre. Majid se défendait tant bien que mal. Des coups il en reçut, mais il réussit à sortir. Il prit le nerf de bœuf du père Finet qui se tordait de douleur sur l'escalier de l'entrée, suite au coup reçu de Pat, puis revint dans le hall, et c'est au père Langlois qu'il envoya sa première volée, plein dans les reins. Le quadragénaire toucha terre. Delphine s'enfuit par l'escalier de service, poursuivi par le vieux Bonneau. Miloud, le front en sang, se défendait comme un beau diable, mais c'était trop d'agresseurs, et il s'enfuit sous des coups à foison. Bengtson fut mis KO sous les boîtes aux lettres par un coup de trique au niveau de la nuque. Seul Majid et Pat résistaient encore quand les vieux, le travail fini, se décidèrent à quitter le terrain. Pat les suivit. Majid à genoux, essoufflé, grimaçant, se tenait le bras droit. Miloud et Thierry gisaient à terre. Thierry tenait les mains autour de sa tête, allongée sur le côté, bloquant l'issue de l'ascenseur. On aurait cru qu'il dormait. Pat revint en colère. Il cracha par terre. Miloud pleurait, il se plaignait de son ventre. De son arcade gauche ouverte coulait du sang jusque dans son cou. Pat s'en quitte Thierry qui revenait à lui petit à petit. Majid releva Bengtson et le secoua. Sa nuque était en sang, vraiment un sale coup. « Et Fifine, et Farid ?» demanda Pat. Ils allèrent à la cave. Farid était assis sur les marches de l'escalier, dos au mur. Il toussait. Il était resté là tout le temps de la bagarre. Il était toujours dans le cirage. Mais pas de Delphine. « Merde !» cria Pat. Il avait compris. Ils se ruèrent vers l'escalier et le grimpèrent 4 à 4. Entre le 3e et le 4e étage, ils trouvèrent Fifine. Elle pleurait à chaudes larmes et se tortillait de douleur allongée sur les marches. Pat la releva délicatement et la prit dans ses bras. La même nuit, 5 voitures brûlèrent. Le plus beau feu d'artifice jamais vu à la Cité des Fleurs. On en parle encore.